Ciao à tutti, bienvenue dans le podcast Style Juve, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la Juventus. Et il est enfin là, ce quart de finale tant attendu contre l'Ajax d'Amsterdam. Les choses sérieuses recommencent pour la Juve après une période assez tranquille, vu la longue avance en championnat. Ce week-end, il y a eu un choc en championnat aussi, c'était contre le Milan. On va y revenir de manière assez brève avec Cosimo qui est avec moi ce soir. Salut. Salut Fio, salut. Et puis ensuite, on abordera évidemment ce choc contre l'Ajax avec un invité, Navid, qui nous vient de la page Twitter Foot Néerlandais. On vous mettra un petit peu tous les profils dans la description comme on le fait d'habitude. Mais avant d'aborder donc cette page européenne, un petit détour sur le championnat et cette victoire contre Milan, sans rentrer dans les polémiques arbitrales, parce qu'on a déjà lu et vu de toutes les couleurs à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce match, Cosimo ? Ce que j'en ai pensé, c'est qu'on fait le même match contre Milan depuis 2 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire le dos rond pendant la première mi-temps. Le Milan va vouloir, avec les forces présentes qu'ils ont, nous essayer de nous mettre mal. Et c'est un match plutôt équilibré en première mi-temps où le Milan ne fait pas peine à voir, joue son jeu et nous met un peu mal sans vraiment se créer forcément de grosses occasions. Après, on perd quand même 1-0 sur la première mi-temps. On est sur un match où on n'a pas nos joueurs cadres qui sont sur le terrain. Et puis voilà, il a fallu qu'on rentre Pjanic et Kean et le match a été plié. Et on a vraiment l'impression, c'est hyper bizarre comme sensation, mais on a vraiment eu l'impression pendant ce match que rien ne peut nous arriver parce que même si on n'a pas montré énormément de choses pour revenir au score, au final, on a montré de l'envie sur 10 minutes et c'est passé quoi. Mais bon, en même temps. Parce que j'avais tweeté avant le match en disant que la seule chose qui pouvait nous rendre le match difficile, ça dépendait du Milan et pas de nous. Et donc le fait de perdre 1-0 à la mi-temps, ça dépendait que de nous de revenir et en rentrant les joueurs qu'il faut et en mettant un petit peu d'intensité, on est revenu. Et je peux comprendre du coup les supporters milanais qui sont frustrés car s'ils n'ont jamais gagné et puis l'entraîneur qui est sur le banc, c'est le dernier à avoir donné la victoire au club à l'extérieur au Juventus Stadium, enfin en tout cas sur le stade de Turin vu qu'ils n'ont jamais gagné le Juventus Stadium, donc c'est compréhensible, mais une telle frustration. Je crois que c'était un match 3-0, il me semble, où il y avait encore Ronaldinho, c'est le souvenir que j'ai. Même pas, j'ai vu tout sur Twitter, je crois que c'est 1-0, et c'est lui qui met le but, apparemment. Je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Oui, ça me dit quelque chose, c'est vrai que Gattuso en général, quand il marque, on s'en rappelle. Mais c'est ça, exactement, je crois, je sais plus, mais c'était non, mais ça me rappelle quelque chose, ce match, c'était dans nos années sombres, évidemment, qui sont associés au stade olympique de Turin. Et ouais, c'est vrai que j'avais même pas cette stat en tête, le Milan n'a jamais battu la Juve à l'Allianz Stadium. Exactement. Sauf si on prend en Coppa Italia sur la première saison de Conte où le match était allé en prolongation parce qu'ils avaient gagné 2-1. Oui. Et on avait gagné 2-1 là, à San Siro et du coup Galliani avait essayé de s'attribuer le succès alors qu'on avait gagné sur les prolongations. Mais il voulait dire que c'était la première équipe à avoir battu la Juve à l'époque, on était invaincu dans notre stade et il voulait prétendre. D'accord. Je me souviens plus de ça. C'était une petite toute petite polémique qui est pas aussi grande que les polémiques qu'il y a eu l'arbitrage. Alors si on ne parle pas, c'est pas parce qu'on veut se voiler la face. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y avait penalty sur la main d'Alexandro. Mais c'est juste parce que voilà, ces polémiques d'arbitrage, elles sont pas forcément très intéressantes. Elles concernent surtout les Milanais de toute façon. Il y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match-là, donc c'est vrai que. Comme juste pour revenir 2 minutes dessus, je comprends 2 choses au niveau des supporters du Milan. Quand t'affrontes une équipe comme la Juve qui a autant de points d'avance, peut se permettre de faire tourner autant et perdre contre, je vais pas dire l'équipe B parce que c'est réducteur, mais le fait de rentrer juste 2 joueurs et au final gagner grâce à ça, je peux comprendre la frustration parce qu'il y a un écart qui est assez terrible. Et la deuxième chose, je peux comprendre cette frustration parce que eux, ils ont besoin de points, donc l'enjeu pour eux était très important. Et c'est sûr que c'est difficile de se dire que c'est data qui va compter à la fin et qui va faire que je pas la Champions. Après, forcément, avec toutes les équipes qu'il y a derrière, tu dis que personne n'a vu la 4e place, mais je peux comprendre que c'est très important pour eux et que c'est difficile. Donc, malheureusement, la frustration vient aussi sur l'arbitrage, mais je veux dire, quand Galliani disait que Galliani n'était pas droite sur un fameux jeu de Morata, parce que il disait que le caméra était truqué, ou encore le coup franc oublié de Pjanic quand on perd 1-0 chez eux il y a 2 ans. Je veux dire, c'est des défaites. On a perdu, même si c'était très frustrant, on s'est pas caché derrière ça. Donc il faut vraiment ne pas se cacher derrière ça, et je pense que c'est le message qu'il faut passer aux Milanais, même si je comprends.
Non, mais je pense que le match nul aurait pu être mérité pour Milan, mais Voilà, tout à je fait. sais même pas s'ils auraient pu l'avoir, en fait, parce que on a senti, c'est ce que j'avais lu sur Twitter, quelqu'un qui disait que la Juve a fait 80 minutes d'entraînement classique et 10 minutes d'entraînement intensif. Mais Exact. c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a senti la Juve qui était un petit peu dans la gestion de ses forces et de ses énergies, mais quand elle a haussé le ton, elle l'a fait dans le temps additionnel de la première période, là, quand il y a ce retourné incroyable de Mandzukic et derrière quelques occasions. On a senti Milan tout de suite très en difficulté, et ensuite, entre le penalty de Dybala et le deuxième de Keane, hein, parce qu'il en met deux, Keane, finalement, il y en a un qui est refusé, alors que la faute est pas évidente non plus, on pourrait le dire, ça. Et ben voilà, sur cette période-là, la Juve est complètement supérieure au Milan, et c'est pour ça que moi je me dis finalement, si t'as l'équipe titulaire qui joue le match à fond, tu peux retrouver un petit peu le scénario que t'as eu en finale de Coppa Italia l'année dernière quand la Juve gagne 4-0. Et je dis pas ça vraiment, je suis pas genre à être présomptueux quand je parle des performances de la Juve cette saison, mais je pense vraiment que quand la Juve a mis l'intensité à 100% et qu'elle a vraiment pris les choses en main, on sentait que c'était une équipe largement supérieure au Milan, et c'est pas une information en plus de le dire vu l'écart en championnat. Oui, bien sûr, tout à fait d'accord. Alors du coup, comme tu l'as dit, il y avait une formation qui était assez largement remaniée, plusieurs cadres sur le banc, Cristiano Ronaldo n'était pas convoqué. Au niveau des premières informations, on me dit que tout va bien pour lui. Je disais même ce matin qu'apparemment il tenait plus en place et qu'il avait qu'une envie maintenant, c'est d'être sur le terrain. Comment tu la sens cette Juve avant ce match contre l'Ajax, et puis même plus généralement, quelle formation tu vois après ce qu'on a pu voir sur les deux matchs contre l'Atlético? Alors ce sera un match forcément différent que le match retour qui a été complètement fou, mais du coup comment tu perçois ce match-là? Alors, pour répondre à ta première question, comment je sens ce match et comment je sens la Juve, eh ben, je vais te dire que je ne sais pas. Parce que c'est assez compliqué de définir une forme sur une équipe qui change ses joueurs très régulièrement, qui ne met pas ses joueurs cadres régulièrement, qui a une avance actuellement de 20 points. En championnat, on est le 8 avril, c'est ça? Donc le 8 avril, c'est hyper compliqué. Honnêtement, cette équipe a tendance des fois à m'insupporter sur la suffisance, mais en même temps, on peut pas leur en vouloir dans le sens qu'il n'y a pas besoin de forcer. Donc c'est difficile pour eux, et je peux comprendre, en fait, malheureusement, je peux comprendre cette suffisance, même si elle m'énerve de plus en plus. Mais je veux dire, je peux la comprendre. Ensuite, la deuxième question, contre l'Ajax. Alors, comme tu as pu le dire, l'Atlético, c'est pas une équipe, ça sera pas du tout le même match vis-à-vis de l'Ajax. Moi, ce qui peut me faire peur, c'est le fait que l'Atlético est une équipe qui va ressembler en termes de profil de jeu et d'intensité de jeu en x10, c'est-à-dire vraiment en 10 fois meilleur, à l'Atalanta. C'est-à-dire que tu rajoutes du talent et tu as une équipe qui presse beaucoup, qui va se donner de A à Z. Et comme l'Atalanta a ce côté aussi où même s'ils perdent 2-0 en 10 minutes, ils peuvent très bien retourner le match, il n'y a aucun problème, ils vont continuer leur jeu, ils ont un plan, on continue le plan, on continue, il y a pas de changement de plan, etc. Donc ça, c'est un côté qui me fait très peur. Et il y a aussi le côté, forcément, t'es l'Ajax, on t'attend pas du tout à ce niveau de la compétition, personne pensait que t'allais battre le Real, et au final, t'es en quart de finale. Mais tu perds contre la Juve en quart de finale. Qu'est-ce qu'on va te dire? Bravo, super saison, il y a aucun problème. Si tu gagnes, on va te dire quoi? Bravo, super saison, x10. C'est-à-dire qu'on va encore te dire, ouais, c'est encore mieux que ce qu'on pensait. Donc au final, ils ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner. Il y a une équipe qui est super jeune. Il y a des joueurs qui vont vouloir se montrer. Malheureusement, même si ça serait fou et romantique de penser qu'ils vont rester, ils resteront pas. Il y a des joueurs qui vont partir cet été et ils doivent se montrer dans des compétitions comme celle-ci pour partir dans d'autres clubs. Et mis à part De Jong, il y en a encore d'autres qui peuvent partir. Donc c'est la chose qui me fait peur. Maintenant, je pense que il faut pas sous-estimer et surestimer l'Ajax non plus, dans le sens que je pense que le match contre le Real, c'est un match réussi où tout a réussi en fait, parce que on faut pas oublier non plus que Varane touche le poteau et met même une autre tête qui est juste à côté, ça peut faire 2-0 du début et ça peut tout changer. Donc je pense que je les vois mal refaire le même match quand même, ça paraît compliqué. Donc nous après pour contrer ça, il y a une décision arbitrale aussi. Alors je sais pas si le ballon était vraiment sorti, mais cette fameuse sortie de balle sur la touche là, qui va en leur faveur. Donc oui, je suis d'accord pour toi pour dire que vraiment tout leur a souri sur ce match-là et tout s'est bien passé pour qu'ils se qualifient. Ouais. C'est ça. Donc non, honnêtement, pour venir à la question initiale sur la formation, apparemment tout le monde serait à peu près présent. Donc à part Emre Can qui s'est blessé ce week-end, et donc tout le monde sera présent. Après, un joueur comme Douglas Costa sera à peu près présent, mais c'est sûr qu'à mon avis, il jouera pas titulaire, même pas sûr qu'il rentre en jeu vu qu'il n'a pas joué depuis, je dirais même un mois et demi peut-être. Donc c'est
plutôt compliqué. Maintenant, en termes de formation, on voit Allegri, la seule ligne de conduite que l'on voit en fait, mis à part les joueurs, c'est la formation en 3 défenseurs, le 3-5-2, voire le 3-4-3 si on compte un milieu offensif. Donc, je pense qu'il va vouloir jouer comme ça. Honnêtement, je sais pas du tout si c'est la bonne chose contre Ajax ou pas. J'ai du mal à avoir une lecture vis-à-vis de ce match parce que un truc que l'Ajax fait bien, c'est permuter et ça colle bien le fait de presser, puis on a un autre qui va défendre, après ils échangent, etc. Donc je sais pas trop. En termes de formation, j'ai l'impression qu'on va jouer en 3-5-2. Maintenant, les joueurs, je pense que on prend tous ceux qui ont été mis au frigo, tu les mets dans l'équipe et puis voilà, hein, ça fait l'équipe. Hein. Moi, je pense qu'il aurait pris la défense à 3 si il avait eu Emre Can à disposition. Dans peut-être un système un peu hybride justement, comme contre Atlético où Emre Can est venu s'ajouter à la défense à 3. Je le vois mal se fier à la défense à 3 en ayant en ayant Rougani en fait à mettre comme seule alternative à Emre Can. Je sais pas s'il lui fait vraiment confiance pour les matchs européens. Moi en tout cas je lui fais pas confiance pour un match comme celui-là. Donc je pense que la blessure d'Emre Can a un peu chamboulé ses plans. Et qui va revenir peut-être à quelque chose de plus classique. Moi, je pense que ce sera peut-être quelque chose comme un 4-4-2 ou un 4-3-3 avec Bernardeschi, Mandzukic et Ronaldo devant, et puis Pjanic au milieu de terrain, Matuidi, et puis je pense que il va nous lancer son arme secrète, ou en tout cas son outil préféré, à savoir Sami Khedira, qui a eu du rythme quand même. J'ai trouvé contre Milan, j'ai pas trouvé qu'il était à la ramasse physiquement. Alors à voir comment il a récupéré ce match-là. Ça se jouera a priori entre Khedira et Bentancur. Et je pense que voilà, pour toute l'affection qu'il a pour Khedira, on sait qu'il le considère toujours comme un élément important d'un point de vue tactique. Je pense qu'on aura droit à Khedira sur ce match-là. En tout cas, je serais presque surpris qu'il ne soit pas titulaire en fait. Ouais, c'est clair. Après, si on peut revenir sur la formation aussi, sur un truc, je pense de toute manière que il y a un côté où Bentancur, malheureusement, alors j'ai trouvé qu'il avait fait une superbe entrée contre Cagliari, et d'ailleurs c'est lui qui donne la passe D sur Keane, et il avait fait une très très bonne entrée. Mais c'est vrai que Bentancur, malheureusement, j'aime beaucoup le joueur, mais je pense on n'arrive pas à lui donner une place dans cette équipe, dans le sens que c'est ni un 6, mais c'est ni un 8 box-to-box, et je pense vraiment qu'il n'est pas dans cette équipe. En fait, je pense qu'il est jamais à sa place, malheureusement, et que j'ai vraiment l'impression qu'il sait pas où se placer, en fait, sur le terrain, et c'est difficile pour lui. Donc, ouais, je vois, malheureusement, entre guillemets, même si, comme tu dis, il a pas été catastrophique, mais après, je le trouve inexistant, malheureusement. Je trouve qu'il gêne ni en défense, il n'est jamais ni présent offensivement. Mais oui, on a eu, serait que dire titulaire, si on rentre dans un schéma plus classique, ça ne m'étonnerait pas, c'est clair. Non, puis niveau prestation, Bentancur a fait une très bonne partie de saison. On sentait vraiment l'espoir un peu justement pendant une forme plus concrète. Et là, la seconde partie de saison, elle est pas bonne. Alors, il joue dans une équipe qui joue mal aussi, donc forcément, ça va pas l'aider à exploser d'un coup. Et c'est vrai que on a du mal par rapport à ce qu'on a pu voir ces dernières semaines à pouvoir lui faire vraiment confiance sur un enjeu aussi important. Après, c'est des joueurs qui peuvent nous surprendre, hein. Les Sud-Américains comme ça, des fois, ils savent sur un seul match se transcender. Mais là, ce soir, comme ça, j'ai un petit peu de mal à croire en une bonne surprise. Juste pour revenir à ce que tu disais plus tôt sur le fait que l'Ajax n'a rien à perdre et notre condition à nous, c'est un peu ce qui me fait peur, c'est-à-dire que eux ils sont sans pression, ils peuvent que faire un exploit s'ils sortent, il y a rien de dramatique effectivement. Et nous, ce qu'on a vu sur les dernières semaines, c'est-à-dire la défaite contre le Genoa, les matchs à l'arrache contre Empoli et Cagliari, où on n'est pas spécialement brillant. Je sais pas comment on va réagir en fait face à une équipe qui pourrait mettre beaucoup d'intensité et une équipe qui va vraiment jouer comme des morts de faim. J'ai un peu peur en fait que la compétition, le manque de compétition plutôt qu'on a eu sur les dernières semaines se paie un peu sur le terrain et peut-être sur la première période. Et c'est vrai que c'est le genre de match qu'il faut bien débuter. Et je serais pas étonné effectivement que le combat physique nous bouge un peu dès le début du match. Et si tu prends un but, ça peut complètement faire basculer la double confrontation. J'espère en tout cas qu'on tombera pas dans les mêmes travers que l'Atlético Madrid. Normalement, une défaite comme celle qu'on a eue à Madrid, ça doit servir de leçon. C'est ça, exactement. Puis comme tu as pu le dire aussi tout à l'heure, c'est que une défaite comme l'Atlético devrait nous mettre sur droit chemin, mais malheureusement, en fait,
qu'on n'ait pas de continuité au niveau des joueurs, parce que forcément on a beaucoup d'avance championnat, c'est tout à fait normal. Mais du coup, en fait, limite, tu sais pas trop en fait ce que cette équipe vaut, parce que malheureusement, en fait, quand même, quand on a tous nos joueurs, notre match référence cette année, quand on a tous nos joueurs, je parle que en Ligue des Champions, je parle pas en championnat. Ça reste le match retour contre l'Atlético, mais c'est un contexte différent où même si l'Atlético n'a rien montré, ça reste quand même 4 tirs cadrés, 3 buts. Ça reste quand même un exemple de réalisme, enfin de réalisme. On a quand même tiré 17 fois, on n'a pas cadré beaucoup. Il aura fallu quand même une belle tête de Ronaldo sur le premier but. Il aura fallu un arrêt de Oblak, mais s'il n'y a pas le Gonactologie, c'est refusé, hein, parce que personne l'avait vu rentrer. Il aura fallu un penalty au bout du bout, parce que Bernardeschi aura donné tout son âme. Donc en fait, c'est là où je sais pas ce que vaut cette équipe en termes de grinta, en termes d'envie. Je crois en cette équipe, hein. Je pense vraiment que c'est un genre de match où elle pourrait vraiment se dépasser. Et je pense que quand on a vu la geste qu'ils ont fait, c'est au match avant, ils vont vouloir, ils vont se dire, faut pas les prendre à la légère. Maintenant, en termes de niveau de jeu, physiquement, je ne sais pas du tout ce que vaut cette équipe. C'est ça qui fait un peu peur. Et quand on sait qu'ils vont presser de la première à la 90e minute, c'est ça qui fait peur, effectivement. Tu parles de match référence et c'est vrai que oui, ce match contre l'Atlético, j'ai même pas envie de le parler comme un match référence. C'est un exploit, mais le contexte était tellement particulier et t'as eu un adversaire aussi qui a tellement pas joué le jeu en fait que j'arrive pas à en faire un match référence. Et si t'essayes de prendre un match référence sur cette seconde partie de saison, bah t'en as pas. Tu vas avoir des fragments de match. Il y a eu des séquences contre le Napoli par exemple qui ont pu être intéressantes dans un terme de match, mais ils sont retrouvés à 10. Mais ouais, franchement, c'est vraiment une grosse inconnue le niveau de la Juve sur cette saison. Enfin sur ce moment de la saison en tout cas. Et j'espère en tout cas que la Ligue des Champions va permettre un petit peu de montrer que cette équipe est toujours en pleine forme et toujours capable de lutter pour cet objectif qui est la priorité. On va maintenant passer à notre adversaire et donc accueillir un invité pour en parler. Et Navid, qui est de la page Foot Néerlandais, nous rejoint ce soir pour parler de ce quart de finale contre l'Ajax d'Amsterdam. L'Ajax qui a été le tombeur du Real Madrid un petit peu à la surprise générale en huitième de finale avec un match retour formidable. C'est un peu la seule occasion qu'on a eu de voir l'Ajax vraiment cette saison parce qu'on les attendait pas du tout à ce niveau de la compétition. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce match contre le Real, Navid? Est-ce que c'était pour toi vraiment un exploit ou est-ce qu'il y avait quand même, c'était quelque chose qu'on aurait pu sentir venir? Est-ce qu'on sentait que cette jeunesse, cette nouvelle génération de l'Ajax était capable de réaliser un tel exploit? Bonsoir. Alors pour moi, je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout parce qu'en fait, on avait un Real Madrid qui était pas mal affaibli cette année. Ils ont quand même perdu Ronaldo qui est venu chez vous. Et je pense qu'il y a même les coachs aussi. Ils ont eu du mal à faire accepter leur philosophie de jeu. Que ça soit le Lopetegui ou même Solari. Solari, c'était vraiment basé sur ce que faisait Zidane, mais à une échelle vraiment très très bas. Il se servait du fait qu'il était une légende du Real pour essayer de se faire respecter au sein du vestiaire. Mais il avait du mal. Après, en face, il faut pas non plus dire que l'Ajax n'a pas eu de mérite. Elle a énormément de mérite. Cette intensité du jeu, c'est quelque chose qu'on connaît parfaitement quand on suit l'Ajax depuis pas mal d'années, surtout avec la nouvelle génération. On a quand même une génération qui s'entend parfaitement, que ça soit De Ligt en défense, De Jong ou Van de Beek, ou encore Ziyech en attaque. C'est vraiment, il y a vraiment une ossature dans cet Ajax, ce qui fait qu'il y a une vraie collectif. Il y a un vrai collectif. Les joueurs se comprennent, ils savent parfaitement où se trouver. T'as dit Ziyech, c'est le duo qui fait très mal en attaque. Elle fait un pressing très haut, ils s'entendent parfaitement. Il y en a un qui fait le pressing, l'autre attend de récupérer la balle. C'est vraiment ça qui peut faire mal à la Juve. Mais est-ce que la Juve peut potentiellement avoir peur? Il y a moins de doute que pour le Real, selon moi. Toi, est-ce que tu considères que du coup l'Ajax est capable de refaire un nouvel exploit face à cette Juve-là justement, ou tu penses que, enfin, ça va être un niveau supérieur, je pense, parce que même en respectant le Real, je pense que le Real est quand même une équipe malade cette saison. Donc ça c'est une grosse question aujourd'hui, de savoir si l'Ajax est capable de remettre la donne en fait. Elle peut.
Le pouvoir, ça c'est possible. On l'a vu, on le connaît le foot. C'est fait du hasard. Il y a un moment donné, qui aurait pu penser que l'Atlético était capable de faire un non-match au retour? Qui aurait pu penser que le PSG allait faire euh, un tel match contre le Barça en mars 2017? Il y a rien qui est prévisible dans le foot. Donc oui, potentiellement, l'Ajax peut le faire. Mais sur le papier, je suis moins sûr. Je suis moins sûr parce que je pense que cet Ajax, les armes qu'elle a, cet Ajax, c'est les mêmes armes que la Juve. La rapidité, le contre-attaque, ce sont les armes de la Juventus. Je doute fortement qu'ils puissent réaliser le même exploit qu'ils ont fait au Real, peut-être à un niveau plus bas, mais je pense que ça va se jouer sur le match aller. S'il y a un écart de plus de 2 buts, c'est-à-dire il y a 2-0, 3-1 pour la Juve, je pense que c'est fini. Il y a un facteur qui est important, je pense, c'est le fait que l'Ajax en fait va jouer ce match finalement totalement relax entre guillemets, sans pression, parce que je pense qu'il dépasse déjà les attentes initiales. Comment il a été accueilli ce tirage au sort du côté de l'Ajax? Est-ce que on s'est dit que la Juve, en toute logique, vu que c'est un favori, c'était le pire adversaire possible, ou au contraire, il y avait un peu l'envie justement d'affronter à nouveau un gros et de pas avoir peut-être une déception si tu prends Porto et que tu sors contre Porto par exemple? Comme tu l'as dit, l'Ajax a atteint un niveau de la compétition où elle n'a plus rien à perdre. À partir de ce moment-là, les fans, ce que ça a été la Juve ou le Porto, je pense que ça a été accueilli de manière totalement indifférente. Pour eux, quel que soit l'adversaire, s'il est là, c'est c'est qu'il est niveau. Et du coup, pour eux, c'est important de les passer de toute façon. Donc, soit ça passe, soit ça casse. Mais pour eux, ça n'a pas, c'est vraiment l'indifférence, je pense. Au niveau de la réception du tirage, ça a été l'indifférence pour les supporters de l'Ajax. Moi, personnellement, je suis pas un grand supporter de l'Ajax. Ça fait quelques années que je les suis pour la philosophie de jeu, mais vraiment, c'était l'indifférence. Pour moi, ils ont atteint un niveau vraiment très important. Alors tu nous as parlé de De Ligt, de Jong, de Ziyech, on peut citer aussi Tadic là, qui est des joueurs qui se mettent vraiment en valeur. Oui. Mais est-ce qu'il y a des faiblesses du côté de l'Ajax? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu insisterais si tu étais du côté de la Juventus aujourd'hui? Je serais la Juventus, j'utiliserais énormément le couloir gauche, celle de Mazraoui. Mazraoui, au niveau défensif, c'est le point faible de l'Ajax. Il y a pas d'autre faille. Les autres, Tagliafico, Blind et De Ligt, ils font un travail énorme. Après, il faut voir aussi, moi, j'ai pas vu si la liste était sortie pour l'Ajax, mais je pense qu'ils sont tous là. Il y a pas d'interrogation. Mais Mazraoui, c'est le point faible défensif de l'Ajax. Quelle est un petit peu la dynamique de l'Ajax justement depuis leur exploit contre le Real Madrid? On sait que la Juve c'est un petit peu inconstant, mais parce qu'elle a vraiment plus grand chose à jouer en championnat. Est-ce que l'Ajax est en bonne forme? Parce que moi c'est vrai que c'est une équipe que j'attendais pas à ce niveau-là, parce que j'avais vu qu'ils avaient été lourdement battus dans le Super Classiqueur par exemple contre le Feyenoord, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, donc en fait je me dis, j'avais l'impression que c'était une équipe qui était pas en grande forme en championnat. Est-ce que depuis leur exploit contre le Real Madrid, ils ont pu ils sont dans une dynamique positive, ou au contraire c'est vraiment une parenthèse européenne dans une saison plus compliquée? Ah non, ils sont même revigorés depuis maintenant une semaine. En fait, dans la course au titre, le PSV a perdu pas mal de points ces 2 dernières semaines. Je crois qu'ils ont perdu 4 points et l'Ajax est revenu, ils sont pas loin. Je sais plus, je me souviens plus d'écart exact, mais l'Ajax est à portée du titre. Donc c'est au contraire, ils sont vraiment à fond sur les 3 compétitions. En coupe, ils sont en finale, ils vont jouer contre Willem II, qui est une équipe de très bas de tableau, qui d'habitude joue entre la première et la deuxième division, mais qui a réussi à passer l'exploit de demi-finale et est en finale. En championnat, il me semble qu'ils sont à peu près 2 points. Ils sont à 2 points du PSV. Donc la course au titre existe. Enfin, elle est même à portée. Ils peuvent vraiment la tenter. Ensuite, pour ce qui est de la Champions League, bah,
eux, ils sont normaux. Voilà. Là, je viens d'avoir l'info. En fait, l'Ajax et le PSV sont à égalité en tête du classement. Donc, le titre, D'accord, oui, donc ils sont vraiment dans la course au titre et tu penses ouais. pas que ils sont obligés de dépenser peut-être beaucoup d'énergie pour le titre qui pourrait leur manquer un peu sur un match en semaine comme ça en Ligue des Champions. Bah, en fait, ça dépend de l'adversaire, mais euh, alors si je me souviens bien, l'Ajax ne joue pas un haut du tableau le week-end prochain. Je pense que non, je pense pas qu'ils vont essayer de se préserver, que ce soit au match aller ou au match retour. Ce sera à la Juve de Dernière trouver les failles. Dernière petite question, si tu devais faire un pronostic ce soir, qu'est-ce que tu verrais comme résultat? Juste pour être sûr, le match aller est à l'Allianz Stadium, c'est ça? Non, le match aller est à Amsterdam et le match retour à Ok. Turin. Alors au match aller, je pense que allez 2-1 pour l'Ajax. Et pour le retour, je pense que la Juve va montrer que elle est favorite, que l'équipe est favorite pour le titre. Donc je pense un 3-0. Ok, eh ben nous ça nous irait bien 3-0 en tout cas. En plus, je crois que Cristiano Ronaldo aime plutôt bien cette équipe de l'Ajax. Il lui a déjà mis un triplé, si je dis pas de bêtises, par le passé. Ouais, mais attention parce que l'Ajax il y a 2 ans n'est pas le même Ajax. Comme j'ai dit, cette année il y a une ossature très jeune menée par Ziyech, De Jong, De Ligt, qui est très dynamique. Et à côté, on a des éléments qui sont venus s'ajouter à cette recette qui donne vraiment un bon résultat. Ce qui va être important à suivre concernant cet Ajax, c'est est-ce qu'elle sera capable de mettre la même intensité face au Real que face à la Juve, et ça sur 90 minutes. Parce que la Juve est connue pour avoir une intensité très importante. Et le Real ne l'a pas fait. Donc, est-ce que ils y arriveront? C'est ça qui sera l'interrogation. Est-ce que la Juve va voir cette volonté de prendre cette faille, comme je l'ai dit, Mazraoui, c'est la faille défensive. Ok, eh ben on te remercie Navid pour cette présentation un petit peu de l'Ajax Ouais. et puis eh ben on te souhaite un bon match. J'espère qu'on aura du spectacle, en tout cas qu'on soit fan de l'Ajax ou de la J'espère Juve. aussi. Et puis peut-être à bientôt pour une prochaine dans le podcast. Salut. Ça marche. À plus. Salut! Salut. Voilà, et donc on va se quitter sur ces bons mots. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous souhaite un très bon match contre l'Ajax, une très bonne semaine et on vous donne rendez-vous donc pour le prochain numéro du podcast en espérant parler d'une victoire de la Juve contre l'Ajax. Ciao à tutti.